Bien, je vous remercie pour votre présence. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des dispositifs médicaux et en particulier des nouvelles obligations qui s'imposent aux fabricants et aux sous-traitants avec la mise en œuvre du règlement 2017-745. Donc, je m'appelle Jean-Luc Lenindre, je travaille pour la société Biorius. C'est une société donc, qui est spécialisée dans le domaine des affaires réglementaires, historiquement pour les cosmétiques, et depuis quelque temps dans le domaine des dispositifs médicaux. Alors, en avril 2017, l'Union européenne a adopté deux nouveaux règlements. Le règlement 2017-745 pour les dispositifs médicaux dits normaux. Donc le petit nom de ce règlement, c'est le RDM en français, MDR en anglais. Et le règlement 2017-746 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Donc lui, son petit nom, c'est RDIV ou IVDR. Alors le premier, c'est celui-là dont je vais parler surtout parce que dans l'Assemblée, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y aura grand monde qui s'intéresse au diagnostic in vitro, étant donné le sujet de ce salon, Pharmatech, Cosmotech. Donc le premier règlement, le 2017-745, il est entré en application le 26 mai 2020. Il devait rentrer en application le 26 mai 2020, mais cette date en fait a été repoussée d'un an au 26 mai 2021 à cause de la pandémie. Donc ça fait maintenant donc un an qu'il est en place. Et du côté du diagnostic in vitro, donc c'est entré en application il y a 5 jours, le 26 mai 2022. Alors ces deux règlements introduisent des changements majeurs par rapport aux précédentes directives qui dataient des années 90. Donc on a 3 directives qui sont entrées en œuvre dans les années 90. La première, la 90-385, concerne les dispositifs médicaux implantables actifs. Par exemple, un pacemaker, c'est un dispositif médical implantable actif. La 9342, elle, concerne les dispositifs médicaux classiques, normaux, et à opposer aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, c'est-à-dire ceux qui sont utilisés dans les laboratoires de biologie médicale pour des analyses, des tests sanguins, ce genre de choses. Alors pourquoi est-ce que le législateur européen a voulu faire ces deux nouveaux règlements? Eh bien, d'abord parce qu'évidemment, il y a eu de gros changements technologiques depuis ces années-là. On a beaucoup de logiciels aujourd'hui qui sont utilisés pour soigner les gens. On a tout l'aspect génétique pour faire détecter donc, la partie génétique de nos maladies. On a des nanoparticules qui servent à traiter un certain nombre de pathologies. Et par exemple, ça peut servir à être injecté dans une tumeur et ensuite, par un moyen technologique, faire chauffer et exploser la tumeur. Il a fallu aussi, il était souhaitable, étant donné qu'on avait des directives auparavant qui avaient des variations nationales, d'uniformiser la réglementation au niveau européen. Et avec les règlements, eh bien, c'est la possibilité qui s'est faite, c'est d'uniformiser au niveau européen pour tous les pays des membres de l'Union européenne. On a la même règle qui s'applique, alors que pour les directives, donc il pouvait y avoir des variations. Il a fallu aussi que le législateur voulait également harmoniser au niveau international, c'est-à-dire que la réglementation a évolué au niveau international et il fallait qu'elle évolue pour que l'Union européenne soit au niveau et que ce ne soit pas beaucoup plus facile de vendre un dispositif médical, d'introduire de l'ancien dispositif médical dans l'Union européenne par rapport à ce qui se faisait aux USA par exemple. Et puis, autre point, pendant qu'on était en train de travailler là-dessus, il y a des différents scandales qui sont survenus, et en particulier celui des implants mammaires PIP. Mais il y a eu aussi ces prothèses de hanche métal sur métal, et puis ces mèches abdominales pour soutenir les organes qui ont posé pas mal de problèmes et auxquels il fallait répondre. Alors sur cette diapo, on compare ce qui se passait avec une directive et le règlement correspondant. Donc on voit qu'il y a une évolution importante. Donc le domaine reste complexe et très réglementé.
Par exemple, donc l'évolution, on avait 23 articles sous la directive, on a maintenant 123 articles sous le règlement. On avait 14 définitions, on en a 71 aujourd'hui. On avait 12 annexes, elles sont au nombre de 16 aujourd'hui. Et la directive se limitait à 60 pages. Maintenant, le règlement, c'est 225 pages. Alors, comme ce n'est pas encore assez pour bien préciser les choses, on avait une trentaine de guides MedDev qui complétaient l'application des directives. Et maintenant, eh bien, après 5 ans d'entrée en application du règlement, on a 97 documents qui précisent la mise en œuvre de ce règlement. Et c'est tous les documents qui sont diffusés par le MDCG. Alors, comme je vous le disais, une directive dans l'Union européenne, ça doit être transposé dans le droit national de chaque pays de l'Union. Et du coup, c'est transposé avec certaines différences. A contrario, un règlement, c'est d'application automatique et uniforme dans tous les États membres, et ça devient la loi nationale pour tous ces États-là. Donc évidemment, du coup, ça uniformise la législation. Alors les directives, elles étaient aussi valables en Norvège, au Liechtenstein, en Islande, en Turquie, en Suisse, et elles continuent également à être applicables au Royaume-Uni aujourd'hui. Dorénavant, donc, c'est le règlement, et lui aussi, il est adopté en Norvège, au Liechtenstein et en Islande, dans le cadre de l'AELE. Et la Suisse, malgré qu'on n'ait plus d'accord de reconnaissance mutuelle avec elle, eh bien, elle a adopté ce règlement dans sa législation nationale. Et pour ce qui est de la Turquie, eh bien, elle a renouvelé cet accord de reconnaissance mutuelle qui existait pour les directives. Et donc, elle aussi, elle reconnaît le règlement et elle est en train de l'appliquer, de le mettre en application chez elle. Donc, on va avoir la possibilité avec la Turquie d'échanger sans barrière les dispositifs médicaux entre la Turquie et l'Union européenne, dans un sens et dans l'autre. Ce qu'il faut savoir également, c'est que ce marquage CE avec le règlement, il facilite l'accès vers d'autres pays. Donc il est aussi reconnu au Royaume-Uni, hein, avant qu'ils mettent en place une nouvelle réglementation, mais il est aussi reconnu au Moyen-Orient, dans les pays d'Afrique du Nord, en Israël, en Afrique du Sud et en Australie. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup d'obtenir le marquage CE, ça ouvre un marché important. Aujourd'hui, donc, des exemples de dispositifs médicaux, donc, pour savoir un petit peu plus précisément de quoi on parle. Donc, un scanner, par exemple, c'est un dispositif médical, hein, tous les appareils d'imagerie radiologique. Des électrodes ECG, un set de perfusion, un appareil de ventilation pour réanimer les patients, ça sert à ça. C'est un dispositif médical. Un implant dentaire, c'en est un également. Des lunettes. Hein, si vous regardez une lunette de correction, il y a un petit marquage CE dessus. Eh bien ça soigne un handicap. Je ne vois pas très bien sans lunettes. Avec mes lunettes, je vois mieux. Je traite un handicap et du coup, c'est un dispositif médical. Mais ça peut être aussi un pansement. Et puis, dans la catégorie un peu plus sophistiquée, donc un pacemaker, c'est un dispositif médical, lui, de classe de risque très élevée. Alors ici, donc, c'est la définition du dispositif médical. Alors je m'excuse, j'ai l'impression que la police de caractère n'est pas reconnue. Alors je vous laisse lire hein, ici, hein, mais il y a des points importants que je voudrais soulever. Donc ce qui est important, c'est que la destination du dispositif, elle est décidée par le fabricant. Donc c'est lui qui va dire à quoi va servir le dispositif médical. Un autre point important dans cette définition, c'est que c'est à utiliser chez l'homme. C'est-à-dire que si vous fabriquez quelque chose qui ressemble à un dispositif médical, mais que ça est utilisé uniquement chez l'animal, eh ben, ça n'est pas un dispositif médical, ça n'est pas concerné par ce règlement. Alors ensuite, ça sert à diagnostiquer, à faire de la prévention, de la surveillance, à traiter une maladie. Idem pour un handicap ou la compensation d'un handicap. Idem pour une fonction anatomique ou un processus physiologique. Un autre point important, c'est que quand c'est un dispositif médical, il ne faut pas que ce soit un médicament. Donc l'action principale du dispositif médical ne peut pas être pharmacologique, ni immunologique, ni métabolique. Donc si c'est un médicament, c'est la réglementation sur le médicament qui s'applique. Et si ce n'est pas un médicament, ça peut être un dispositif médical. Par contre,
chose assez originale, ça peut éventuellement être assisté par un moyen médicamenteux. C'est-à-dire qu'on peut avoir un stent coronaire, et ce stent dont l'action principale est mécanique pour élargir le coronaire, eh bien, il peut être couvert d'un médicament qui va éviter que le sang ne coagule à cet endroit-là. Donc, on peut avoir un DM dit combiné, DM et un peu de médicament en action auxiliaire. Ensuite, alors on ne voit pas les deux dernières phrases là. Il y a une phrase qui dit que les DM, c'est aussi ce qui permet à contrôler la conception, à maîtriser la conception. Et la conception, alors c'est pas dit, mais c'est la conception des bébés dont on parle. Et à tout ce qui sert aussi pour la fécondation in vitro, pour pouvoir procréer. Ça, c'est des dispositifs médicaux qui sont utilisés. Et il manque une dernière phrase aussi, la dernière phrase de cette définition, je vous renvoie au règlement. Elle dit que ça intègre aussi tout ce qui est produits désinfectants pour les dispositifs médicaux. Donc les machines qui servent à désinfecter par exemple les endoscopes, ce sont des dispositifs médicaux eux-mêmes. Voilà. Alors, l'indication, je vous disais, c'est quelque chose qui est très important, hein, les revendications, l'indication donnée par le fabricant. Et si on prend l'exemple de ce bâtonnet en bois, eh bien, ce bâtonnet en bois, la boîte qui le contient, si j'écris dessus que ça sert à fabriquer un jouet, eh bien, ce sera la réglementation sur les jouets qui s'applique. Si je mets de la crème glacée autour, eh bien, ce sera la réglementation sur les aliments qui s'appliquera. Si je dis ça sert à touiller mon café, ce sera la réglementation aussi sur les aliments qui s'appliquera. Si par contre, en tant que fabricant, je dis sur cette boîte, ça sert comme abaisse-langue pour un examen dans un cabinet médical, alors là, je change de catégorie et ça devient dispositif médical. Et toute la réglementation qui concerne les dispositifs médicaux s'applique à ce bâtonnet en bois. Alors, le champ du règlement, il a été étendu à d'autres types de dispositifs qui ne ressemblent pas trop à des dispositifs parfois. Mais en tout cas, il s'applique aussi pour tout ce qui est investigation clinique avant que le dispositif devienne effectivement un dispositif médical. Il s'applique aussi à des types de produits qui n'ont pas de destination médicale. Le législateur a créé l'annexe 16 dans le règlement, où là, on a 6 groupes de produits. Je vais vous en parler juste après, dans la slide d'après. Et ces groupes de produits ne servent pas à soigner, et pour autant, ils tombent dans le champ du dispositif médical, du règlement sur les dispositifs médicaux. Alors, il y a aussi des dispositifs qui peuvent incorporer des tissus ou des cellules d'origine humaine en action auxiliaire, des dispositifs qui peuvent faire partie d'un diagnostic, d'un DM de diagnostic in vitro, d'autres, comme on en a parlé pour les coronaires, avec recouvert d'un médicament, donc ils peuvent intégrer un médicament, voire qui peuvent aussi servir à administrer un médicament. Alors par contre, ce règlement 2017-745, il n'est pas applicable à un certain nombre de dispositifs, en particulier à ceux de diagnostic in vitro, qui ont leur propre règlement, le 746. Si c'est principalement du médicament, eh bien, c'est la réglementation sur le médicament qui s'applique. Les médicaments à base de plantes, c'est pareil. Et on a aussi les médicaments de thérapie innovante, tout ce qui est à base de cellules et tissus humains. Donc là, c'est une autre réglementation qui s'applique. Le sang humain, les produits labiles, le plasma, les cellules d'origine humaine, c'est d'autres réglementations qui s'appliquent. Les produits cosmétiques également, il y a une réglementation spécifique. On a aussi les greffons, les tissus et les cellules d'origine animale qui ne sont pas concernés par ce règlement. Et enfin, donc 2 autres choses, les produits qui consistent en un matériel biologique ou des organismes viables. Et là, on pense aux probiotiques, par exemple. Et puis, les aliments. Hein, donc, ça peut être très très bon pour la santé, des aliments. Et ce n'est pas parce que c'est bon pour la santé que ce sont des dispositifs médicaux. Si ça se mange, ce sont des aliments. Donc, c'est la réglementation sur les aliments qui s'applique et pas celle sur les dispositifs médicaux. Alors oui, on parlait de cette annexe 16, ces produits qui n'ont pas de destination médicale. Et donc là, 6 petites photos pour les symboliser. Donc ça va être les lentilles de contact Fantaisie qui ne corrigent pas du tout la vue, qui sont juste là pour faire joli. Et pourtant, évidemment, il y a un risque tout à fait
évidents à les porter, il faut bien les porter, il faut bien qu'ils soient bien conçus. Et on a aussi donc tout ce qui est implant esthétique. Donc là, sur cette photo, un implant mammaire, mais il y a des gens qui se mettent des implants parfois un peu partout, dans des endroits bizarres et variés. Eh bien, ceux-là, ils servent à rien au niveau médical, et pourtant, le risque est là. Tout ce qui est substances injectables, ce qu'on appelle les dermofillers, c'est pas médical. Hein, on vit très bien avec des rides. Et donc, ceux-là, ils sont aussi concernés par le règlement, parce que le risque est tout à fait similaire à un implant. Les équipements qui servent à réduire, enlever ou détruire des tissus adipeux, on vit très bien avec un peu de graisse autour de l'abdomen, par exemple, ou avec des joues qui pendent un peu, on vit très bien, il n'y a pas d'indication médicale, et pourtant le risque est là. Tout ce qui est aussi équipements qui émettent des rayonnements électromagnétiques à haute intensité, donc on traite en fait, par exemple, on peut épiler avec de la lumière haute intensité, on peut traiter des cicatrices, on peut enlever des taches, on vit très bien avec, pas de raison médicale pour les enlever. Et du coup, c'est dans l'annexe 16 dorénavant. Et puis les appareils qui vont pouvoir servir à stimuler l'activité cérébrale. Il y a des casques, on met des ondes, on stimule l'activité cérébrale, le cerveau va fonctionner mieux. Bon, c'est un peu superflu, il n'y a pas de raison à vouloir faire ça médicalement. Voilà, tous ces appareils-là vont donc bientôt être concernés par les conditions du règlement. Il va falloir que les conditions de production, de sécurité et de risque soient les mêmes que pour les dispositifs médicaux. Alors maintenant, les acteurs. Donc, qui sont les acteurs qui fonctionnent, qui travaillent autour de ces dispositifs médicaux? Eh bien, au centre, on a le fabricant qui conçoit le dispositif médical et qui va démontrer sa sécurité et ses performances, et qui, tout au long de la vie du dispositif, va devoir maintenir la sécurité et les performances du dispositif médical. Alors, il va distribuer, importer éventuellement son dispositif. Hein. Donc, il va y avoir trois autres acteurs autour de lui, le distributeur, l'importateur et éventuellement le mandataire européen s'il n'est pas dans l'Union européenne. Et ces quatre, dans les cadres orange, brun, sont ce qu'on appelle les opérateurs économiques. Alors, ils vont interagir avec les utilisateurs qui peuvent être soit directement des patients ou les établissements hospitaliers, les médecins. Et eux, ce qu'ils vont faire dans ce marché-là, ils vont éventuellement déclarer des incidents et faire des réclamations. Et tout ça, ce sera surveillé par une autorité compétente. Donc, qui surveille ce qui se passe sur ce marché. Alors, autre chose que doit faire le fabricant s'il est concerné, si son dispositif est concerné, il doit éventuellement donc soumettre un dossier à un organisme notifié qui va évaluer la conformité des dispositifs médicaux. Donc, il y avait donc avant ce grand chambardement, en 2014, il y avait 84 organismes notifiés dans le monde. Aujourd'hui, il y en a 36. Donc, leur nombre a beaucoup diminué. Et ce sont eux qui ont la charge de vérifier que le dispositif médical est tout à fait conforme à la réglementation, vérifier comment il est fabriqué, vérifier que toutes les sécurités sont prises. Et une fois qu'il est vérifié ça, l'organisme notifié établit un certificat de marquage CE pour le fabricant. Et le fabricant, seulement à ce moment-là, une fois qu'il a son certificat CE, alors il peut vendre son nouveau dispositif sur le marché. L'organisme notifié, il est également surveillé par une autorité responsable des ON. Dans chaque pays, on a ces deux autorités, ou une seule d'ailleurs, parce qu'elles peuvent être communes. C'est le cas en France. En France, l'autorité responsable des ON et l'autorité compétente est la même entité, c'est la NSM. Dans d'autres pays, en Allemagne par exemple, vous avez deux entités séparées, parce qu'ils ont beaucoup plus de travail, ils ont plus d'organismes notifiés, et donc on a deux entités séparées, une qui surveille le marché et l'autre qui surveille les ON. Voilà les acteurs de ce marché. Alors, qu'est-ce qu'on entend par fabricant? Le fabricant, c'est une personne physique ou morale qui fabrique ou remet à neuf un dispositif ou fait concevoir, fait fabriquer, fait remettre à neuf un dispositif et qui va le commercialiser sous son nom ou sa marque. Donc, le fabricant peut très bien ne rien fabriquer du tout. Il donne des ordres
Et puis il met son nom sur le dispositif. À côté du petit symbole qui est là en bas, il va dire, ben voilà, moi c'est le laboratoire Intel, et voilà mon adresse, et c'est moi qui prends la responsabilité de mettre sur le marché ce dispositif-là. Donc c'est ça le fabricant. Fabricant au sens légal du terme. Alors, donc le sujet de la présentation, c'était qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la réglementation du DM. Ben voilà, ça c'est une première grande nouveauté. C'est cette personne chargée de veiller au respect de la réglementation. Donc cette personne-là, elle doit maintenant se trouver chez tous les fabricants de dispositifs médicaux. Elle doit avoir un profil bien particulier. Ça fait penser un peu aux pharmaciens responsables dans l'industrie pharmaceutique. Elle doit avoir donc une expérience et des compétences spécifiques dans les DM, donc un diplôme en droit, médecine, pharmacie, ingénierie ou un autre domaine scientifique, et au minimum 1 an d'expérience dans la qualité ou le réglementaire pour les DM. Ou alors 4 ans d'expérience dans les affaires réglementaires ou la qualité des DM. Et à quoi sert-elle? Eh bien, elle va vérifier la conformité du dispositif. Elle va s'assurer que la documentation technique et la déclaration de conformité sont à jour. Elle va vérifier et veiller à ce que le suivi post-marché qui est exigé dans le règlement soit conforme à la réglementation. Et elle va vérifier aussi que les obligations de notification en cas d'incident sont bien remplies par le fabricant. Et donc cette personne va pouvoir dire à son patron, bah, désolé monsieur le directeur, mais là, vous savez, je vous ai demandé, il fallait faire ça, on ne l'a pas fait, bah, moi je ne peux pas signer la libération de l'eau de nos dispositifs. Donc elle doit bloquer, si nécessaire, la libération des dispositifs. Alors, c'est possible de sous-traiter cette fonction si on est une PME au sens européen du terme, donc moins de 50 employés et moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. On peut sous-traiter à un consultant externe, une société qui fait ça, donc cette fonction de PCVRR. Autre grosse nouveauté avec le règlement, c'est l'IUD et la base d'AMED. Donc ça, c'est dans le souci d'avoir une traçabilité des dispositifs. Donc on a cette identification unique des dispositifs. Et tout ça, c'est enseigné dans une grosse base de données EUDAMED. Donc les fabricants vont devoir signer un contrat avec une entité qui va délivrer des codes. Donc il y en a 4 qui ont été désignés. Et on obtiendra un code par modèle. Ça s'appelle le Basic UDI DI en anglais. Et ce numéro-là va être utilisé dans tout un tas de documents, dans l'étiquetage, etc. Ensuite, on peut avoir évidemment un complément de numérotation pour les numéros de lot, les dates de fabrication, les dates de péremption, etc. Numéro de série. Et depuis le 26 mai 2021, donc, tous les opérateurs économiques, donc les 4 qu'on a cités un petit peu avant, doivent s'enregistrer dans cette base de DAMED, obtenir un SRN, un Single Registration Number, et s'enregistrer dans cette base de DAMED. Alors, EUDAMED, c'est un gros machin, et la Commission européenne n'a pas encore réussi à tout mettre fonctionnel. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont prévues dans une annexe du règlement, et tout n'est pas fonctionnel, donc ça va progressivement se mettre en œuvre, et c'est censé se terminer en mai 2027 pour les classes de risque les plus faibles. C'est-à-dire les DM de classe de risque les plus élevées sont déjà concernés au maximum, tant que c'est possible, et puis les classes 1, les risques les plus faibles sont moins concernés. Alors, je commence à parler de classes, je ne vous en ai pas encore trop parlé, mais ça va venir. Voilà. Donc la classification des dispositifs médicaux. Donc au départ, on avait 4 classes. Classe 1, 2A, 2B et 3. Bon, il y en a 3 de plus qui se sont ajoutées. La classe 1, c'est la classe de risque la plus faible. La classe 3, c'est la classe de risque la plus élevée. On a 3 sous-classes 1. Il y a un classe 1 qui a une fonction de mesurage, donc le classe 1M. Il y a des classes 1 qui sont stériles. Et il y a des classes 1, et ça c'est nouveau, qui sont tous les instruments de chirurgie réutilisables. Ceux-là, auparavant, ils étaient dans la classe 1 tout court. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas soumis
à la surveillance d'un organisme notifié. Il fonctionnait en auto-certification. Ben, c'est fini. Maintenant, il faut qu'un organisme notifié surveille comment... donc ce qu'on leur demande de surveiller aux ON là-dessus, c'est le caractère réutilisable de l'instrument. C'est-à-dire, vous dites que c'est un instrument de chirurgie réutilisable, démontrez-moi qu'on va le réutiliser et comment on va pouvoir le réutiliser, jusqu'à où on va pouvoir le réutiliser, le réaffûter, le nettoyer, le stériliser, etc. Démontrez-moi ça. Donc tous ceux qui sont dans le cadre jaune ici, c'est les classes qui nécessitent l'intervention d'un organisme notifié. Donc cet organisme évaluateur dont on a parlé précédemment. Donc il y en avait 84 en 2014, des organismes notifiés pour les dispositifs médicaux. Aujourd'hui, il y en a 36. Donc ils ont beaucoup diminué. Ça provoque un embouteillage. J'en parle pas dans cette présentation, c'est pas trop l'objet, mais il y a un gros embouteillage pour obtenir un marquage CE pour un dispositif médical aujourd'hui. Et une des principales raisons, c'est l'embouteillage au niveau des organismes notifiés. Alors, quelques exemples de classification. Un classe 1, ça va être par exemple un fauteuil roulant, un stéthoscope, des lunettes, des instruments de chirurgie, des compresses stériles. Un classe 2A, ça va être un ciment dentaire, des clampes chirurgicaux, des tubes de trachéotomie. Un classe 2B, ça va être un ventilateur pour donc ventiler les patients, un appareil d'imagerie radiologique, des plaques de fixation osseuse pour réparer les os quand on s'est cassé quelque chose. Et un classe 3, donc ça va être la classe de risque le plus élevé, pacemaker, valve cardiaque, des stimulateurs cérébraux implantés pour par exemple le Parkinson. Voilà un petit peu des exemples pour vous donner une idée de cette classe de risque. Alors comment est-ce qu'on classe un dispositif? Eh bien, il y a maintenant 22 règles. 22 règles qui dépendent de la durée, du caractère invasif, de l'emplacement dans le corps humain. Si c'est dans la circulation centrale, c'est beaucoup plus risqué. Si c'est sur la colonne vertébrale, évidemment, c'est beaucoup plus risqué. La source d'énergie, une source d'énergie externe. À ce moment-là, ça sera un DM actif. Et puis de quoi c'est fait. Si c'est un logiciel, si ça contient des nanoparticules, s'il y a un médicament dedans. Du coup, la classe de risque va dépendre de tout ça. Alors, on avait 18 règles avec la directive, l'ancienne directive, on en a maintenant 22. Et donc, il y en a des particulières, des nouvelles qui sont apparues sur les logiciels, sur les nanoparticules, sur des dispositifs composés de substances qu'on va introduire dans le cœur, appliquer sur la peau ou inhaler, et des DM actifs thérapeutiques intégrant une fonction de diagnostic. C'est l'exemple d'un défibrillateur semi-automatique qui va analyser le signal ECG avant de délivrer un choc de défibrillation. Voilà, c'est un peu particulier. Et donc, ça a augmenté. Et donc, avec ces nouvelles règles, il y a un certain nombre de dispositifs qui ont changé de classification. Donc, éventuellement, un logiciel qui était en classe 1 auparavant, eh bien, il va passer en classe 2A. Et aussi, c'était très très simple au départ. Et aujourd'hui, poum, il faut que ça passe par l'examen d'un organisme notifié. Et donc là, ça va être une autre chanson, une autre paire de manches pour obtenir le marquage CE. Alors ça, c'est le calendrier du règlement, donc publication en 2017, donc ça fait déjà 5 ans. On a une transition qui était prévue pour être de 3 ans, finalement elle a été de 4 ans à cause de la pandémie. Et donc là, on est en fait, on vit encore avec les anciennes directives, parce que le changement des directives au règlement ne va pas se faire d'un coup. C'est-à-dire que tous les dispositifs, aujourd'hui, il y a à peu près 5% des dispositifs médicaux qui ont un certificat CE selon le règlement. Seulement 5%. Et donc, il en reste 95%. Donc, on est là. On a passé 5% du parc. On n'a passé que 5% du parc. Et là, sur les 2 ans et demi qui restent, il nous reste 95% des DM à passer au règlement. Ça va être dur. On a repoussé aussi les classes 1, en particulier les instruments de chirurgie réutilisables. Ceux-là, ils étaient énormes en termes de quantité. Et du coup, on a dit, bon, bah,
Ok, bon, allez, vous avez 3 ans de plus pour, pardon, 3 ans de plus pour passer au règlement. Donc, normalement, le 27 mai 2024, fin des certificats directives, tous sont annulés, invalides, et normalement, tout le monde est prêt avec les certificats règlement. J'en doute. Il y a une petite année supplémentaire qui est permise pour écouler les stocks. C'est-à-dire si on a libéré ces dispositifs chez son distributeur, on a un an de plus pour libérer, pour qu'il continue à le vendre. Donc, et ça doit être, oui, chez le distributeur, il faut qu'il soit mis sur le marché. Hein, d'accord. Alors, il y a le cas des legacy devices. Donc, les legacy devices, c'est donc ceux qui sont, qui étaient en auto-certification. Et donc, ils ont sur SILAD, je viens d'en parler. Il y a aussi, donc, pendant cette phase de transition, les directives, on est dans une zone hybride où les directives s'appliquent, mais il y a des petites choses en plus à faire au niveau du règlement. Hein. Et attention, si on est dans le cas d'un fabricant qui a un dispositif sous la directive, avec un marquage CE directive, il ne faut surtout pas faire de changement, parce que sinon vous êtes obligé de passer au règlement, si vous faites un changement significatif. Donc il y a une explication sur qu'est-ce que c'est un changement significatif dans le MDCG, par exemple. Évidemment, tous les dispositifs qui sont déjà mis en service, on ne va pas aller les enlever des patients. Et voilà, ils sont en service, c'est terminé. Voilà, on continue à les utiliser. Mais tous les nouveaux dispositifs, par contre, eux, il faut qu'ils soient conformes au règlement aujourd'hui. Si vous sortez un nouveau dispositif, c'est le règlement qui s'applique, ce n'est plus les directives. Alors, quelles sont les obligations du fabricant? Et c'est là qu'on va voir un certain nombre de changements, hein, puisque évidemment le niveau s'élève. Donc, il va falloir que le fabricant mette en place un système de management de la qualité. Il va falloir qu'il dispose d'une documentation technique qui devra inclure une évaluation clinique, quel que soit le dispositif. Hein, ça s'applique à tous les dispositifs. Hein. C'est-à-dire, même un classe 1, vous devez avoir une évaluation clinique. Ensuite, c'est plus léger pour un classe 1 que pour un classe 3, évidemment. Mais il en faut une, en théorie. On doit avoir une évaluation de la sécurité biologique, ce qu'on appelle la biocompatibilité du dispositif. On doit répondre à un grand tableau, toute une liste, il y a plus de 100 lignes, si on les prend indépendamment, d'exigences générales en matière de sécurité et de performance. Donc là, c'est complètement nouveau par rapport, enfin, c'est pas complètement nouveau, on reprend les mêmes choses, mais on en ajoute plein par rapport à ce qu'il y avait sous les directives. On doit faire une analyse bénéfice-risque et avoir en place une gestion des risques. Et on doit avoir vérifié et validé le dispositif, donc toutes les procédures de QI, QO, QP qui sont connues dans la production de produits pharmaceutiques ou autres. Voilà, ça c'est une première série d'obligations pour le fabricant. La suite, donc il doit y avoir aussi évidemment un manuel, en général, hein, il y a un manuel, sauf si c'est vraiment très très simple à utiliser. La baisse-langue, il n'y a pas de manuel, par exemple. Un étiquetage, ça c'est obligatoire. On doit s'enregistrer dans la base d'AMED, hein, et enregistrer tous ces dispositifs médicaux. On doit avoir mis en place un suivi post-marché, un suivi clinique après commercialisation, c'est le SCAC, et voir pour les 2A, 2B et 3, un PSUR. Donc c'est un rapport périodique sur tout ce qui s'est passé pendant les 2 ou l'année écoulée. Donc plus le risque est élevé, plus c'est fréquent. Un système de vigilance, hein, donc on surveille ce qui se passe sur le marché, on surveille, on récupère les informations, les incidents qui arrivent du marché. Et puis on notifie, non, ça manque là, mais évidemment on a un système de notification. Attention, j'ai eu ce problème-là, il faut avertir les autorités, il faut savoir que je ne sais pas trop où sont utilisés mes dispositifs, bon, il faut notifier. Et nouveau, on doit avoir une couverture financière en cas de produit défectueux. Et oui, on a appris avec PIP que si on n'avait pas d'assurance et qu'on avait des produits défectueux, ça allait coûter très cher. Donc là, les assureurs sont mis à contribution et le fabricant doit avoir une couverture financière. On doit avoir cette personne chargée de veiller au respect de la réglementation.
Pour les fabricants qui sont basés en dehors de l'Union européenne, ils doivent avoir un mandataire, lui, basé dans l'Union européenne et qui va donc faire le correspondant de ce fabricant qui est éloigné, qui est en Chine, qui est aux États-Unis, qui est en Suisse, par exemple, ou en Angleterre. Et on doit faire une déclaration de conformité européenne, donc un papier qui dit je sous-signé, fabricant un tel, dit que le dispositif un tel est conforme au règlement 2017-745, quelque chose comme ça. Et en dehors du cas des classes 1, les dispositifs les moins risqués, il faut obtenir, après une période, un processus assez long, hein, ça dure aujourd'hui minimum 18 mois, un certificat CE d'un organisme notifié. Voilà. Et aujourd'hui, étant donné que DAMED n'est pas totalement fonctionnel, il faut aussi s'enregistrer dans certains pays. Alors, le plus gros des changements, il est sur les exigences cliniques. Donc c'est là-dessus que le législateur a vraiment mis le paquet. Il a changé quand même de façon importante les règles. Donc, les fabricants maintenant doivent disposer de données cliniques pour se référer, pour justifier du bénéfice de la performance de son dispositif. Donc, pour tous les classes 3, c'était déjà indispensable, mais évidemment, ça reste indispensable pour les classes 3. Et là, c'est dispositif par dispositif. Hein, chaque modèle, ce n'est pas un groupe de dispositifs pour lequel on doit faire un essai clinique, c'est pour chaque modèle spécifique. Les classes 2A et 2B, souvent, on fonctionne par équivalence. Et là, il faut reformuler tout. Étant donné que les règles ont changé, 2A, 2B, il faut remettre à plat complètement son évaluation clinique selon les nouvelles règles. Il n'y a pas le choix. Alors, ça avait été préparé avant le règlement, parce qu'il y a eu un MEDDEV spécifique, le MEDDEV 247 révision 4, 271 révision 4, excusez-moi. Ce guide MEDDEV, en fait, si on l'a appliqué avant l'entrée en vigueur des règlements, on couvrait déjà 90% des exigences du règlement. Donc là, les fabricants doivent justifier pourquoi ils n'ont pas fait d'investigation clinique. C'est pas j'ai un équivalent, là, un produit concurrent qui ressemble beaucoup au mien, donc si lui il est sur le marché, ben moi je peux dire que je suis bon. Non, ça ne se passe plus comme ça. Vous ne pouvez plus utiliser des données cliniques dont vous n'avez pas la totalité des éléments. Si vous voulez utiliser les données cliniques d'un autre fabricant, il faut que vous ayez un contrat avec cet autre fabricant, que vous soyez en fait déjà en terrain de connaissance, que vous ayez des accords. Donc ça, c'est là-dessus qu'il y a le plus de complications. Et puis, il y a aussi tout ce qui est suivi post-marché. Et donc, votre SMQ, votre système de management de la qualité, il doit inclure des procédures pour le suivi après commercialisation, le suivi clinique après commercialisation et le suivi post-marché. Alors, chose un peu particulière pour les classes 3 implants et les implants 2B, on doit avoir un résumé de la sécurité et des performances qui sera soumis à l'organisme notifié et qui sera ensuite mis sur EUDAMED à la disposition du public. Donc là, les fabricants vont maintenant donc, mettre à disposition du public des données cliniques sur leur dispositif. C'est obligatoire. Alors pour les sous-traitants, si vous êtes sous-traitant et que vous fabriquez des dispositifs médicaux, peut-être vous avez eu ces questions-là. À l'occasion évidemment de ce changement de réglementation, on voit ressortir, donc il y a des dispositifs qui ont été conçus il y a des années, hein, des dizaines, voire 20 ans, 30 ans, ou même avant l'arrivée des directives. Ils ont été conçus voilà, dans un autre âge et ils sont toujours utilisés, ils sont toujours un usage, ils sont toujours là. Et ben, maintenant, donc, il va falloir que le fabricant remette à jour son dossier pour ces vieux dispositifs et ça va lui faire se poser tout un tas de questions. Il y a quoi dans mon dossier? Parfois, il n'y a rien. C'est vide. Bon, on a des clients qui nous ont dit voilà, on a ça, alors il faut qu'on passe au règlement, mais on a regardé, on n'a rien. Mais rien de rien. Et donc, on ne sait pas comment ils ont réussi à passer entre les gouttes de toutes ces années, mais apparemment, bon, évidemment, c'est des dispositifs très très connus
il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Mais c'est pas grave, il faut y repasser. Et en particulier, en même temps que ce règlement, il y a tout un tas de normes qui vont changer. Et si on prend la norme concernant la biocompatibilité, le N ISO 10993-1, elle date de 2020, donc elle vient d'être remise à jour. Et du coup, là-dedans, donc on doit avoir fait un rapport de biocompatibilité. On pose tout un tas de questions. Et en particulier, eh bien, on se pose la question, ok, alors comment c'est fabriqué? On regarde comment c'est fabriqué et est-ce qu'il y a des problèmes au cours du processus de fabrication qui vont pouvoir gêner la biocompatibilité du dispositif? Est-ce qu'on a de l'huile de coupe? Comment on a nettoyé la pièce après qu'elle ait été usinée et reçu de la graisse, reçu tout un tas de choses. Il faut qu'on regarde tout ce qui est contenant, qui a été au contact du dispositif médical. Si vous préparez une crème, qui est un dispositif médical ou une substance, ok, le grand contenant qui sert à mélanger tout ça, c'est quoi son matériau? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité qu'il relargue des composants dans le dispositif? Tous les polluants, les solvants, les composants utilisés dans la fabrication du DM, on va se poser la question de c'est quoi? Est-ce que c'est toxique? Est-ce que c'est biocompatible? Et on va creuser très profond dans ce domaine-là. Tout ce qui est utilisé pour l'emballage, et puis les fiches de sécurité, tout ce qui est fiches de sécurité, matières premières, mais aussi composants utilisés dans la fabrication. Il va falloir que l'organisme notifié, si on en a besoin, va vous demander qu'elles aient moins de 5 ans. Et parfois, ce n'est pas évident de les avoir à jour et d'avoir ces fiches. Donc là, voilà, si on est sous-traitant pour un fabricant de dispositifs médicaux, il va vous demander tout un tas de choses comme ça. Et s'il ne les a pas, il risque de ne pas obtenir son marquage CE. Donc pour lui, c'est vital. Donc si vous êtes sous-traitant, il faut bien comprendre que lui, il n'a pas le choix. Il ne fait pas ça que pour vous embêter. Il fait ça parce que s'il ne présente pas tous les documents, eh ben, il n'a pas son marquage CE. Alors, autre nouveauté, hein, puisque c'était le sujet de la présentation, donc vente par Internet de DM ou de services, ça rentre dans le champ du DM. Maintenant, on demande, c'est assez logique, ça se faisait avant, mais on demande à ce que si on porte un implant, on demande à ce que le fabricant prévoit une carte d'implant qui va être remplie au moment de la pose et qu'on va donner au patient, qui pourra porter sur lui, qui dira, ben voilà, moi j'ai une prothèse de hanche, modèle truc-muche, fabricant un tel, ça a été posé le temps par le docteur un tel, et voilà la fiche d'identité du dispositif que j'ai dans mon corps. Parce qu'une fois que c'est dedans, c'est un peu compliqué à enlever. Donc, il vaut mieux savoir ce qu'on a. Vous avez une prothèse de hanche, vous savez ce que c'est. Donc, on me l'a posé il y a 20 ans, je ne sais plus ce que c'est. Bon, normalement, avec ça, on devrait savoir ce que c'est. Donc, une grosse nouveauté que les fabricants ne voient pas, c'est toutes les exigences qui concernent les organismes notifiés. Donc, il y a un gros chapitre maintenant sur de niveau d'exigence pour les organismes notifiés. Eh bien, devinez quoi, si l'organisme notifié a ce niveau d'exigence qui lui est demandé, il va le reporter sur le fabricant. Hein, toutes les questions qui lui sont posées, ben, il faut qu'il prouve qu'il les a bien faites en interne et parfois aussi chez les fabricants. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir cette annexe sur les organismes notifiés parce que évidemment ça vous concerne aussi si vous êtes fabricant ou sous-traitant. Alors, les audits inopinés. Ça a été rendu obligatoire après l'affaire PIP, justement. Et donc aujourd'hui, sur un cycle, par exemple, si vous avez un cycle de certification de 3 ans, ben vous aurez 4 audits. 3 qui seront programmés, et un 4e, où un beau matin, toc, 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 tiens, c'est mon auditeur de l'organisme notifié, qu'est-ce qu'il vient faire là? Bah, audit inopiné, il vient avec un collègue, ils sont à 2 et ils vont passer une journée, puis ils vont regarder. Alors, là, sans prévenir, tout d'un coup, pouf, on en est où? Montrez-moi un tel dossier. Et puis, vous ne pouvez pas lui dire, ah ben non, c'est pas le moment, je suis désolé. Voilà, non, non, c'est pas possible. Déjà, vous payez, même si vous lui mettez à la porte. Et puis, un fabricant est censé dire quand est-ce qu'il ne peut pas recevoir ce type d'audit. C'est-à-dire s'il est fermé 15 jours en août, par exemple, il doit avoir dit à son ON, bon, du 1er au 15 août,
oubliez-moi, je vous préviens, là, on est le 1er janvier, au 15 août prochain, le 1er 15 août prochain, c'est fermé, on est fermé, ne venez pas faire un audit inopiné à ce moment-là, c'est pas la peine, il n'y aura personne. Voilà, donc il peut lui dire, mais il faut prévoir ça. Autre nouveauté, il y a un panel d'experts indépendants pour les DM, l'évaluation clinique des DM implantables de classe 3 et classe 2B qui administrent ou retirent de l'organisme un médicament. Bon, il y a dû y avoir un souci sur ce genre de truc. Et alors ça, l'avantage, c'est que ça va aussi uniformiser les pratiques au niveau européen, parce qu'on pouvait voir que ça pouvait changer d'un organisme à l'autre. Et les obligations pour les mandataires, les importateurs, les distributeurs ont été clarifiées, augmentées, donc voilà, ça c'est bien. Oui, je revenais là-dessus, sur les DM sans destination médicale. En fait, l'annexe est là, mais il nous manque un élément, il nous manque les spécifications communes pour ces dispositifs-là. Et du coup, ce n'est pas encore applicable. Tant qu'on n'a pas les spécifications communes, on ne peut pas mettre en œuvre cette chose-là. Et puis, bonne nouvelle, on s'est dit que, étant donné les délais et vu la lenteur des procédures, le législateur a dit, bon, finalement, on va laisser du temps aux fabricants de s'adapter à ça. Donc, il y a pas mal de temps qui sont prévus, et surtout s'il y a une démarche qui est entamée par le fabricant. C'est-à-dire qu'un fabricant de lentilles de contact fantasy, s'il fait une étude clinique, eh bien, on va lui dire, OK, vous avez lancé l'étude clinique, eh bien, vous pouvez continuer votre business le temps que l'étude clinique soit finie. Donc, c'est plutôt bien, ils ont revu ça un petit peu. Voilà. Je vous remercie. Et là, c'est les services que nous proposons. Donc, je vous avais pu prendre une petite brochure, vous avez nos coordonnées. Donc, je vous remercie. J'espère que vous avez appris des choses.